Elle a abandonné sa mère pour une vie de luxe, mais le prix qu'elle a payé dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette histoire bouleversante se termine. Il était une fois une femme nommée Nazo, qui vivait en ville avec sa fille unique, R. R était une fille têtue et ingrate qui nourrissait un profond mépris pour sa mère à cause de leur pauvreté. Nazo travaillait sans relâche comme femme de ménage dans un hôtel prestigieux, frottant les sols et nettoyant les toilettes, tout cela pour assurer à sa fille une vie agréable. Malgré ses sacrifices, R ne lui témoignait aucune reconnaissance. Chaque fois que sa mère rentrait du travail, R se moquait d'elle, commentant avec dégoût l'odeur nauséabonde de ses vêtements. Le cœur de Nazo se serrait chaque fois que sa fille lui parlait ainsi. Elle avait tout abandonné pour qu'R ait des vêtements propres, de la nourriture et une éducation. Pourtant, R ne voyait que la honte d'avoir une mère pauvre. À l'école, R comparait souvent sa vie à celle de ses amis riches, qui partaient en vacances et recevaient les téléphones et les gadgets les plus récents. R, accablé par le train de vie fastueux de son entourage, aspirait à la richesse, au luxe et au statut social, des choses que sa mère ne pouvait lui offrir. R fut bientôt convaincu que vivre avec sa mère était indigne d'elle et décida de partir. Un soir, R fit ses bagages et quitta la maison, laissant derrière elle une lettre déchirante pour sa mère. Dans cette lettre, elle exprimait sa déception d'avoir une mère aussi pauvre et aveugle. Elle alla même jusqu'à la traiter de maudite, l'accusant de n'être qu'une piètre femme de ménage. Elle en avait assez de la vie de Nazo et quitta la petite maison, avide d'un nouveau départ promis par son père. R décida d'emménager chez son père, un homme qu'il avait abandonné le jour de sa naissance. Nazo avait toujours dépeint son père comme le méchant de sa vie, mais lorsqu'R le vit en face, il apparut comme un homme attentionné, désireux de lui offrir un avenir meilleur. Il semblait offrir tout ce que sa mère ne pouvait pas lui offrir. R, obsédé par l'idée d'une vie meilleure, avait le sentiment que sa mère ne l'avait freiné que par sa pauvreté. Pendant ce temps, Nazo se tenait seule dans leur petite maison, le cœur brisé en lisant la lettre cruelle de sa fille. Elle avait tant sacrifié pour offrir à R la meilleure vie possible, mais voilà que sa fille l'avait abandonnée pour un homme qui n'avait jamais été là pour elle. Nazo était assise, tremblante, le visage ruisselant de larmes, consumée par le poids de la trahison. R, quant à elle, profitait de la vie dont elle avait toujours rêvé, vêtements de créateur, repas somptueux et argent à profusion. Elle vivait dans la demeure de son père, entourée de luxe. Elle publiait d'innombrables photos de sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux, affichant son nouveau statut, et se faisait rapidement de nombreux amis qui ne l'appréciaient que pour la richesse de son père. Son monde avait complètement changé, et elle n'éprouvait aucun remords d'avoir laissé sa mère derrière elle. Pas une seule fois elle ne pensa à Nazo jusqu'au jour où, après mûre réflexion, Nazo décida de la rejoindre. Malgré son chagrin, Nazo aimait toujours sa fille d'un amour inconditionnel. Après avoir rassemblé son courage, Nazo se rendit à la nouvelle demeure de sa fille, un manoir bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Elle se tint devant les grandes portes, demandant aux gardes de la laisser entrer pour voir sa fille. Les gardes étaient sceptiques, refusant de laisser entrer une femme vêtue d'une humble robe délavée. Mais avant qu'ils ne puissent la repousser, R apparut. Elle regarda sa mère avec dédain et lui lança un regard sec, se demandant si Nazo était venue mendier de l'argent. Le cœur de Nazo se brisa aux paroles de sa fille. Elle était seulement venue rappeler à R ses racines et son amour pour elle, mais l'amertume d'R était évidente. R dit froidement à sa mère qu'elle ne pourrait jamais retourner à une vie de pauvreté et à l'odeur des toilettes. Elle refusa de se laisser poursuivre par sa malédiction. Les paroles cruelles d'R la blessèrent profondément lorsqu'elle ordonna aux gardes de faire sortir sa mère de la propriété. Les gardes hésitaient, mais sur l'ordre ferme d'R, ils saisirent Nazo et l'entraînèrent loin des portes du manoir. La voix d'R résonna aux oreilles de Nazo tandis qu'elle titubait sur la route, dévastée. C'était un cauchemar, et Nazo ne comprenait pas comment sa fille lui avait tourné le dos à ce point. Les semaines passèrent, et R continua de vivre dans le luxe, libérée des soucis liés aux difficultés de sa mère. Un soir, son père, le chef à femmes, l'informa qu'elle l'accompagnerait à une réunion. Il lui tendit une robe noire et la pressa de se préparer. R était ravie. Elle n'avait jamais été invitée à accompagner son père auparavant et y vit une occasion de prouver sa place dans son monde. Elle s'habilla, se maquilla légèrement et s'assura d'avoir l'air d'une fille d'homme riche. À mesure qu'il s'éloignait de la ville, l'excitation d'R commença à décliner. Les routes lisses laissèrent place à des sentiers accidentés, entourés d'arbres denses et plongés dans l'obscurité. Il n'y avait ni lampadaire, ni maison, juste un vide inquiétant. Elle se sentit de plus en plus mal à l'aise et demanda à son père où ils allaient,
mais il la rassura en lui disant que le trajet était court et qu'elle le remercierait plus tard. Arrivée devant une maison isolée et délabrée, elle fut encore plus nerveuse. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Elle hésita en sortant de la voiture, le cœur battant la chamade. Son père la conduisit à l'intérieur, et dès qu'elle y entra, un étrange vertige la saisit. Sa vision se brouilla et la pièce sembla tourner de façon incontrôlable. Elle tenta de se stabiliser, mais s'effondra sur une chaise. Terrifiée, elle demanda à son père ce qui se passait, mais il resta planté là, à la regarder sombrer dans l'inconscience. À son réveil, elle se retrouva dans son lit au manoir. C'était le matin, et elle tenta de se remémorer les événements de la nuit précédente. La robe noire qu'elle portait avait disparu, et rien ne laissait présager ce qui s'était passé. Désemparée, elle continua sa journée, poursuivant sa routine habituelle. Repas copieux, étalage de sa richesse sur les réseaux sociaux et confort du manoir de son père. Mais quelque chose avait changé. Un étrange sentiment persistait, qui s'intensifiait de jour en jour. Cette nuit-là, elle commença à faire des cauchemars récurrents. Dans ses rêves, elle se surprenait à creuser sans fin dans une forêt, les mains couvertes de terre. Malgré tous ses efforts pour s'arrêter, elle n'y parvenait pas. C'était comme si une force invisible la poussait à continuer. Au matin, son corps était endolori, mais elle ignorait cela, mettant cela sur le compte du stress. Cependant, à mesure que les cauchemars persistaient, elle se surprit à creuser plus profondément à chaque fois, ressentant un besoin intense et inexplicable de continuer. Puis, une nuit, alors qu'elle creusait, le sol s'assombrit et une main surgit soudain, lui saisissant le poignet. Une voix résonna dans l'obscurité, la glaçant. « Tu es à nous maintenant. » Elle se réveilla en sueur, le corps tremblant de peur. Elle observa son poignet et remarqua un étrange gonflement, mais lorsqu'elle se rendit à l'hôpital, le médecin ne pensa qu'à une légère luxation. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver, mais ces événements étranges lui laissèrent le sentiment inébranlable que quelque chose de sinistre se tramait. Les jours passèrent, mais l'état d'air ne s'améliorait pas. Le gonflement de son poignet continuait de croître, tandis que la peau autour noircissait et commençait à pourrir. Une odeur nauséabonde la suivait partout, et elle ne savait que faire. Au début, elle essaya de la dissimuler avec du parfum, mais aucun parfum au monde ne pouvait masquer l'horrible odeur qui l'enveloppait comme un aimant. L'odeur s'infiltrait dans ses vêtements, son lit et même dans l'air ambiant. Elle retourna à l'hôpital, désespérée, exigeant des réponses, mais les médecins étaient tous déconcertés par l'ampleur de la blessure. Ils lui firent des examens et lui prescrivirent des médicaments, mais rien ne semblait arrêter la dégradation. Elle ne put s'empêcher de paniquer. Elle vit avec horreur la puanteur devenir insupportable. Les gens reculaient à sa simple vue. Ses soi-disant amis, ceux qui autrefois affluaient vers elle pour sa richesse, cessèrent de lui rendre visite, et ses servantes ne purent s'empêcher de retenir leur souffle en sa présence. Un matin, son père la convoqua dans son salon. Sa main pourrie était cachée sous un foulard de soie, tandis que son corps tremblait. Le chef à femme était assis dans son fauteuil habituel, l'air sévère et indéchiffrable. « Tu ne peux plus rester ici, » dit-il à R, qui halta sous le choc. « Quoi » demanda-t-elle à son père, qui lui révéla qu'il ne supportait plus cette odeur nauséabonde. Elle emplit toute la maison. « Je ne laisserai pas ma maison se transformer en cimetière. » R sentit des larmes brûlantes couler sur ses joues. Elle regarda son père et lui demanda s'il la mettait dehors, et son père, sans aucun remords, soupira comme si elle était une gêne. « Papa, s'il te plaît, supplia-t-elle en se laissant tomber par terre, mais les lèvres du chef à femme se retroussèrent de dégoût lorsqu'il recula. « Regarde-toi, tout entouré de mouches. Tu es maudite, tu ne vois pas ? Je ne peux pas te permettre de détruire tout ce que j'ai bâti, dit-il à R, qui le regarda s'éloigner, sans aucune empathie, sans aucun remords, sans la moindre once d'amour pour elle. « Tu m'as fait ça, père, hurla-t-elle. Tu m'as emmené là-bas. Que m'as-tu fait cette nuit-là ? Demanda-t-elle à son père, qui ne broncha pas devant l'accusation. Au lieu de cela, il appela les gardes à la chasser de sa maison, et d'un seul coup, R fut extirpée du manoir qu'elle croyait être son salut. Elle avait abandonné sa mère pour cette maison, l'avait humiliée pour cette richesse, et maintenant elle était abandonnée comme une ordure. N'ayant nulle part où aller, R titubait dans les rues, l'esprit brisé. La fille autrefois fière du chef à femme marchait maintenant la tête basse, une odeur nauséabonde l'accompagnant partout où elle allait. Les gens l'évitaient, les enfants couraient dans la direction opposée, et personne ne lui proposait son aide. Finalement, R atteignit le seul endroit où elle s'était juré de ne jamais retourner,
la maison de sa mère. Son cœur battait fort lorsqu'elle frappa faiblement à la porte. Au bout de quelques minutes, la porte grinça et un jeune homme répondit, révélant que sa mère n'y vivait plus. Le visage d'Air se décomposa en fixant le jeune homme. Elle demanda où pouvait bien être sa mère, mais celui-ci n'en avait aucune idée. Les genoux d'Air cédèrent et elle s'effondra au sol. Sa mère était partie, la seule personne qui aurait pu l'accueillir et l'aimer malgré tout était introuvable. Pour la première fois de sa vie, Air réalisa qu'elle avait échangé de l'or contre des pierres. Elle n'avait nulle part où aller et personne à qui parler. Elle commença à vivre dans la rue, errant de rue en rue, mendiant de la nourriture, subissant les moqueries de ceux qui l'admiraient autrefois. Son corps tout entier était rempli de mouches, une odeur insupportable lui collait à la peau. Air, autrefois belle et riche, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses vêtements de créateur étaient devenus des haillons, sa peau autrefois parfaite était couverte de plaies, et les gens la racontaient comme la fille maudite qui s'était retournée contre sa mère et souffrait désormais de ses péchés. Personne ne la plaignait, et Air vécut sa vie recluse. Lors de son anniversaire, Air ne supportait plus l'idée de vivre. Son état empirait et elle n'avait personne vers qui se tourner. Alors, Air décida d'en finir. Elle se promena jusqu'à une rivière proche, espérant mettre fin à ses jours. Mais arrivée là-bas, elle rencontra une femme aveugle, amputée et couverte de plaies, assise au bord de la rivière, pleurant amèrement. Les cris de la femme transpercèrent le cœur d'Air. Air resta là, figée, à regarder la femme sangloter sans retenue, ses mains frêles agrippant le sol boueux, implorant le ciel de la sauver. S'il te plaît, Seigneur, ne m'ôte pas la vie tout de suite. Je veux vivre. Je sais que je n'ai rien, je sais que je n'ai personne, mais s'il te plaît, laisse-moi vivre. Cria la femme. Air, le souffle coupé, la frappa comme un coup de marteau. Elle voyait bien que la femme était dans un état pire qu'elle. Son corps était brisé, sa peau couverte de blessures et ses cheveux emmêlés de terre. Pourtant, malgré sa souffrance, tout ce qu'elle désirait, c'était vivre. Air fixait son poignet décomposé, les mouches bourdonnant autour d'elle, la crasse collée à sa peau. Elle s'était préparée à se jeter dans la rivière pour mettre fin à ses souffrances, croyant n'avoir plus aucune raison de vivre. Mais voilà une femme, mutilée, abandonnée, survivant à peine, luttant pourtant pour s'accrocher à la vie. Les genoux d'Air fléchirent tandis qu'elle tombait à terre en pleurant. La femme entendit ses cris et tourna vers elle ses yeux aveugles, emplis de douleur, lui demandant pourquoi elle pleurait. Air la regarda, incapable de parler. Son cœur se serrait, non seulement pour elle-même, mais aussi pour cette étrangère vouée à un sort pire que le sien. « Je voulais mourir », dit finalement Air d'une voix à peine audible. « Je pensais que ma vie ne valait rien, que je n'avais plus aucune raison de vivre. » La femme laissa échapper un rire essoufflé et amer. « Tu crois que la souffrance est la fin ? Non, mon enfant. La véritable malédiction, c'est d'oublier que la vie, aussi douloureuse soit-elle, reste la vie. Si j'avais tes yeux et tes jambes, je ramperais jusqu'au bout du monde juste pour survivre. » Les yeux d'Air se remplirent de larmes. Elle avait passé tant de temps à s'indigner de sa situation, à se noyer dans ses erreurs, à croire avoir atteint le point le plus bas de l'existence. Mais la femme avant elle avait subi un sort bien plus terrible, et pourtant, elle voulait vivre. À cet instant, Air réalisa qu'elle avait eu tort depuis le début. Elle avait maudit sa mère pour ses difficultés, pour avoir travaillé sans relâche pour la maintenir en vie. Elle avait abandonné la seule personne qui l'aimait vraiment. Aveuglée par la cupidité, trompée par les promesses de richesse, elle avait été jetée comme un déchet lorsqu'elle ne lui était plus utile. Pourtant, il lui restait encore la vie. Elle avait encore la possibilité de réparer les choses. Air rampa vers la femme, tendant sa main tremblante. « Je ne connais pas votre histoire, » dit-elle d'une voix pleine d'émotion. « Mais si vous voulez vivre, alors je veux vivre aussi. » Immédiatement après avoir dit cela, Air se réveilla, le corps trempé de sueur. Elle ne comprenait pas tout ce qui se passait. Elle regarda autour d'elle et remarqua qu'elle dormait dans la maison de sa mère. Le cœur d'Air battait fort tandis qu'elle cherchait un sens à tout cela. Était-ce un rêve ? Une vision ? Avait-elle vraiment vécu chaque instant douloureux de rejet et de désespoir ? Elle baissa les yeux vers sa main, s'attendant à y voir la chair pourrie et les mouches qui la tourmentaient depuis des semaines, mais sa peau était lisse. Aucune décomposition, aucune odeur fétide ne lui imprégnait le corps. Troublée, elle sortit en titubant de la petite pièce pour rejoindre le minuscule espace de vie. L'odeur familière de sa mère emplit l'air tandis qu'elle réalisait qu'elle n'était jamais partie. Elle n'était jamais allée chez son père. Elle ne l'avait jamais abandonné.
Tout ce qu'elle avait vécu, la richesse, la trahison, la maladie, le désespoir n'avait été qu'un rêve. Ou plutôt, un avertissement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tendait la main vers la vieille table en bois dans un coin de la pièce. Son esprit revoyait chaque instant de sa vision, sa cruauté envers sa mère, son arrogance, la façon dont elle avait craché sur l'amour de la seule personne qui avait vraiment pris soin d'elle. Son cœur se serra en réalisant à quel point elle avait été proche de tout perdre. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsque la porte de la maison s'ouvrit et que sa mère, Naso, entra, un petit sac de provisions à la main. Elle revenait du marché, fatiguée, mais son visage s'adoucit en voyant Elle réveillée. « Tu es réveillée », dit doucement Naso en posant le sac sur la table. « Tu t'es retournée toute la nuit. Tu vas bien, mon enfant ?» Les lèvres d'Air tremblèrent. Elle regarda sa mère, la femme qu'elle avait autrefois méprisée, celle qu'elle avait maudite dans ses rêves. Et pourtant, elle était là, debout devant elle, réelle et vivante, la regardant toujours avec amour. Sans réfléchir, Air tomba à genoux. « Maman » s'étrangla-t-elle, la voix chargée d'émotion, implorant son pardon. Naso resta figé, se demandant ce qui avait bien pu se passer. Air saisit les mains de sa mère et les pressa contre son front en continuant de pleurer. « J'étais aveugle, maman. J'étais ingrate. Je t'ai maudite dans mon cœur, je t'ai abandonnée dans mon esprit. Mais je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux pas te perdre, maman. » Le regard de Naso s'adoucit tandis qu'elle s'agenouillait près de sa fille, enveloppant doucement Air de ses bras tremblants. « Oh, mon enfant, murmura-t-elle. Tu ne m'as jamais perdu. J'ai toujours été là. Je serai toujours là. » Et à cet instant, Air comprit la vérité. La richesse pouvait aller et venir. La beauté pouvait s'estomper. Mais l'amour de sa mère était la seule chose qui lui resterait, inébranlable et inébranlable, pour le restant de ses jours. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous et appuyez sur le bouton j'aime. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.